nous sommes dans une double problématique, c'est-à-dire nous sommes dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz et nous comptons beaucoup sur ces ressources pour asseoir notre développement. Mais dans la même lancée aussi, au niveau mondial, il y a des initiatives fortes qui veulent effectivement ne plus financer les énergies fossiles. Donc, du coup, cet engagement, cette position mondiale risquerait d'impacter fortement nos économies qui comptent beaucoup sur l'exploitation de ces pétroles et du gaz. Et là aussi, en tant que Sénégalais, il faut comprendre que pour pouvoir effectivement lutter efficacement contre le changement climatique, c'est comme une évolution en dents de scie. C'est des montées et des bas. Donc là, plus on est développé, plus on peut avoir les moyens de consommer des énergies propres. Je m'explique. Par exemple, quand tu as des revenus moyens, tu peux te permettre de consommer du gaz chez toi. Et donc, ça, c'est moins polluant. Mais quand tu n'as pas les revenus moyens, effectivement, tu es obligé de consommer du charbon, ou bien là, tu es obligé de consommer ce qu'on appelle les bouts de vache qui sont encore beaucoup plus pollueurs. Donc, quand on est face à ce dilemme, il faut qu'on accepte le développement et quand on atteindra à un certain niveau de développement, là forcément on peut s'engager d'une manière conséquente à utiliser des énergies beaucoup plus propres, mais aussi à côté de ces énergies fossiles qu'on va exploiter et qui vont compter sur notre développement et qui vont nous permettre d'utiliser certaines énergies propres, il faut quand même faire ce qu'on appelle le mix énergétique à travers d'autres énergies, le solaire par exemple, ou bien l'éolienne qui est aussi à notre portée, en plus maintenant de l'énergie l'hydroélectrique à travers les fleuves que nous avons, le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Donc ça, c'est des réponses, d'abord une réponse africaine, mais ça aussi, c'est une réponse sénégalaise. D'autres problématiques sont pas aussi d'une manière spécifique, point par point. C'est là où on peut faire la corrélation entre changement climatique et urbanisme. Nous voyons que nous sommes un pays très côtier, où nous avons une urbanisation basée sur le littoral, et plus on avance vers le littoral, plus on agresse le littoral. C'est-à-dire, sur le littoral, nous pouvons avoir des zones non édificantes, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas destinées à l'habitat, mais du fait de la pression démographique, les gens vont y habiter. Et forcément, ça a des conséquences pas directement sur le changement climatique, mais les effets du changement climatique peuvent avoir des conséquences sur cette urbanisation. D'où la nécessité pour nous, sénégalais, de revoir notre politique d'urbanisation, pas seulement basée sur la littoralisation, mais aussi sur la promotion d'autres villes de l'intérieur qui peuvent permettre d'accueillir cette démographie très forte qui a tendance à se regrouper vers le littoral. Ça, c'est le volet de l'urbanisation, bien, de la démographie, bien sûr. Dans le domaine de l'agriculture, effectivement, il faudra faire des efforts pour utiliser non pas des engrais chimiques, mais nous avons des procédés qui peuvent nous permettre d'utiliser des engrais naturels. Et tout ça combiné, effectivement, c'est des activités qui ne nécessitent pas de grands moyens, mais c'est des activités qui nécessitent des volontés politiques très fortes qui pourront nous permettre effectivement d'asseoir une bonne politique environnementale pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique. C'est la volonté politique qui va d'abord mener les actions. Et dans les actions, la principale action du changement, c'est d'abord la recherche. Donc, il faut qu'on puisse, les autorités politiques puissent financer efficacement la recherche. La recherche dans le domaine lié au changement climatique, mais aussi dans même la recherche liée dans notre politique environnementale et dans notre politique d'aménagement et d'urbanisme. On peut avoir des actions sporadiques, des actions spontanées dans ce secteur, mais une politique globale dans le secteur, malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir. On a des actions sur le logement, ça, c'est pas une politique d'urbanisme. On peut avoir des actions sur le transport en mettant des BRT, ça, c'est pas des politiques d'urbanisme. Il faut avoir d'une manière holistique, avoir de bonnes politiques d'urbanisme pour effectivement lutter efficacement contre le changement, parce que tout est lié. L'environnement est écosystémique, c'est-à-dire c'est plusieurs actions, c'est un écosystème. Et quand on parle d'écosystème, c'est plusieurs éléments diversifiés, mais que ces éléments-là, chacun a besoin de l'autre pour pouvoir survivre. Donc, dès qu'un pan de l'écosystème ne marche pas, effectivement, c'est toute la politique qui s'ébranle. Et malheureusement, nous, on est là, on est dans l'urgence. Le manque de moyens aussi fait que
la planification aussi, ça manque dans nos politiques, au-delà de la recherche, la recherche-action, mais aussi on a réellement des défauts dans la planification de nos politiques. On est plus dans la réaction, on est plus dans l'urgence, et l'urgence n'est rien d'autre qu'un défaut de planification. Donc, on ne planifie pas assez, on ne met pas l'accent sur la recherche. Nous voulons amener parfois des solutions d'une manière isolée, ne travaillant pas d'une manière holistique. Ça aussi, c'est un réel problème. Chacun veut venir avec un programme par rapport à la durée limitée de son mandat. Et si on sait que les effets du changement climatique, ce n'est pas dans une politique de 5 ans qu'on pourra le résoudre, il faut vraiment aller dans le long terme pour pouvoir le faire. Et donc ça aussi, ça montre que nous avons un réel problème de vision. Parce qu'au-delà de la planification, il faut avoir la vision. Et la vision ne doit pas s'arrêter sur le court terme, mais la vision doit s'arrêter sur le long terme. C'est-à-dire prendre sur une génération de 25 ans, qu'est-ce que nous devons les léguer, nous, génération actuelle. La base du développement, c'est l'éducation. Aucun peuple ne peut aspirer véritablement au développement s'il n'a pas sa population qui est formée et qui est bien formée. Parce qu'éduquer ne veut rien dire que tirer vers. Et quand on tire vers, c'est tirer vers le haut. Et quand on tire vers le haut, on aspire vers le développement. Donc, on ne peut pas opposer le développement à l'éducation. Et aucun universitaire aussi ne peut se réjouir de la situation actuelle de nos universités. Même si les autres universités fonctionnent, mais elles fonctionnent aussi timidement. On voit aujourd'hui toutes les perturbations au sein des campus universitaires. Et le principal problème, parce que pour résoudre un problème, il faut s'attaquer à la cause. Le principal problème, c'est la forte politisation de notre espace universitaire. La forte politisation de notre espace universitaire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la distinction entre le champ de la recherche, le champ académique, le champ pédagogique et le champ politique. Les idéaux politiques prennent le dessus sur même les idéaux académiques, sur même la pédagogie qui doit être au sein de ces espaces. Donc, d'où la nécessité vraiment d'avoir le courage à un certain moment de dépolitiser l'université. Ça, se dépolitiser l'université ne veut pas dire que ceux qui sont à l'université ne doivent pas appartenir à à des partis politiques. Ils ont parfaitement le droit d'être partisans, ils ont parfaitement le droit d'être syndiqués, parce que ça, c'est la quintessence même de l'université, la liberté, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté dans tous les secteurs. Donc ça, c'est l'essence même de l'université. Donc on donne la personne, à chacun, la liberté d'appartenir au groupe qu'il veut, mais aussi il faut qu'on arrive à couper le cordon ombilical entre la politique, l'espace universitaire et l'espace politique. Un autre problème aussi, l'université depuis un certain temps est marquée par des fractures énormes qu'on n'a pas pu résoudre et on n'a pas encore trouvé de solution. La fracture, c'est quoi? Les étudiants, quand ils arrivent à l'université, c'est très bon, on peut les saluer. Ils ne s'identifient pas. Il n'y a pas une identité commune à l'université. Mais chacun s'identifie à ses origines. L'association des ressortissants de Tambacounda, l'association de tel village, l'association de tel village, les maires, mouvement et élèves étudiants républicains, mouvement élèves étudiants socialistes, mouvement élèves, etc., etc. Donc, il y a des identités très fortes qui sont au sein de l'espace universitaire. Et ces identités-là, au lieu de nous réunir les étudiants, ces identités ont tendance à séparer, à séparer les étudiants. Et comment ça les sépare? On monte les enchères de plus en plus avec le financement occulte. Quand je dis le financement occulte, c'est-à-dire des financements qui ne proviennent pas des différents membres qui sont dans ces différentes organisations. Aujourd'hui, être par exemple responsable des mouvements élèves républicains, mais ça t'ouvre la porte. D'ailleurs, je pense le jeune responsable est aujourd'hui député. Ça te ouvre la porte à une ascension sociale. Donc, quand ces enjeux financiers, parce que ce n'est pas des enjeux économiques, ce n'est pas durable, c'est sûrement des enjeux financiers, quand ces enjeux financiers-là s'adossent à des revendications identitaires, effectivement, la cassure devient profonde. D'où la nécessité de revoir ce schéma identitaire qu'il y a au sein de l'université. Je parle, même au niveau religieux, ces identités-là, c'est très... Et c'est pas bon pour l'universitaire. Quand on arrive à identifier un étudiant à travers sa tenue, quand on arrive à identifier un étudiant à travers la mosquée qu'il fréquente,
au sein de l'université, quand on arrive à identifier un étudiant à travers sa prêche, ça devient dangereux. Et cet espace-là doit être au point dans tous les domaines, surtout au point de vue religieux, au point de vue ethnique, au point de vue communautaire, on doit arriver à faire la distinction, de sortir ces clivages-là. Ça n'a pas sa place au sein de l'université. Aussi, il faut qu'on arrive à sécuriser notre espace universitaire. L'université ne peut pas être une zone de non-loi. Quelles que soient les franchises universitaires, ça ne peut pas dire qu'on peut faire, qu'on peut entrer à l'université. Quand on veut sortir à l'université. Quand on veut et qui veut peut entrer à l'université. Non. Parce que à chaque problème, il faut apporter sa réponse. Quand des armes blanches entrent à l'intérieur du campus social, quand je ne dirais pas des gens qui ont cartouché, qui n'ont pas quitté le campus social et qui se transforment en nervis et qui se reconnaissent et qui acceptent, ils s'identifient à ces nervis-là, vraiment à un certain moment, il faut renforcer la police universitaire et qu'on puisse mettre de l'ordre aussi dans cette université. Donc les enjeux sécuritaires, on a un réel problème. Quand tu mets une population l'université est une ville. 70 000 personnes dans la définition d'une ville au Sénégal. Le maximum, c'est 10 000 personnes. Dès qu'on arrive à avoir 10 000 personnes, on est dans une ville. Et quand on est dans une ville, il faut avoir les fonctionnalités d'une ville, c'est-à-dire toutes les normes de sécurité qu'il doit avoir dans une ville, on doit l'avoir. Donc, on a une forte population au sein de campus universitaires, que ce soit le campus pédagogique, que ce soit le campus social. Donc, naturellement, il faut renforcer la sécurité dans les deux campus, quitte à avoir une police universitaire, pas seulement orienté vers la légalisation des papiers, mais aussi au-delà de la légalisation, assurer la sécurité au sein de ce campus social et au sein aussi du campus pédagogique. Maintenant, ça, ce sont les aspects liés aux deux. Maintenant, on vient à la pédagogie. On a réellement de problèmes. Ça, c'est des enjeux réels au sein de notre espace universitaire. Même quand on ouvre l'université, mais quand même, on ne peut pas ouvrir l'université en prenant 2000 étudiants, de les mettre dans un amphithéâtre qui a la capacité de recevoir que 1000 étudiants. Ça, c'est des réels problèmes. Même, ça va même au-delà de la pédagogie. Ça pose aussi des problèmes de sécurité. Ça pose aussi même des questions sanitaires, ce qu'on a au sein du campus. Quand des 10 000, 7 étudiants, 8 étudiants partagent une même chambre, etc., etc. Donc, on a réellement des problèmes. Des problèmes au point de vue pédagogique, les amphithéâtres, la disponibilité des amphithéâtres. Et nous, principalement aussi chercheurs, on a un autre problème, c'est le financement de la recherche. Si un pays ne peut pas comprendre que la recherche doit être financée, il faut que lui donner un budget conséquent, c'est que ce pays-là ne peut pas encore aspirer au développement. Il faut financer la recherche. Les gens sont là. Quand quelqu'un arrive à soutenir une thèse de doctorat, on ne peut pas lui reprocher qu'il est entré à l'université pour chasser des mouches. Au moins, il a un background. Et de ce background-là doit être mis à la disposition de toute la communauté entière. On nous parle de service à la communauté, mais le service à la communauté devait être appuyé par un financement conséquent à la recherche pour qu'on puisse chercher et prendre les résultats de ces chercheurs et les mettre à la disposition. C'est ça qui pourra nous garantir d'abord d'avoir une université, un enseignement de qualité, mais aussi au-delà des universités anglophones qui nous dominent encore, de vraiment hisser le niveau très haut et être à ce niveau, au standard universitaire international, parce qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Et rattraper aussi, je vais en terminer en termes de cette priorité, il faut trouver des stratégies efficaces pour rattraper tout le gap perdu. Ce sera très difficile. Depuis 2019, avec la COVID-19, on n'arrive pas encore à rattraper les années perdues à l'université. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que ça nécessite une réflexion, refaire encore les assises de l'enseignement supérieur et réfléchir d'une manière conséquente comment faire pour rattraper tout ce temps perdu et que continue d'être encore perdu avec cette fermeture qu'aucun universitaire ne peut se féliciter. Mais aussi, j'avoue qu'il y a des préalables, mais il faut très rapidement qu'on trouve des solutions pour ouvrir l'espace universitaire, accueillir nos étudiants, je parle bien de nos étudiants, en résolvant tous ces problèmes-là que je viens de citer avant. Au-delà du discours, parce que je pense que tous ces éléments-là que je viens de dire tout à l'heure ont été consignés dans les assises de l'université. C'est pas un discours nouveau. Tout a été consigné dans un discours, il ne reste que l'action. Et l'action aujourd'hui dépend justement de ce qu'on appelle la volonté politique. L'université, même si on parle de leur autonomie en termes de gestion, même si on parle d'un établissement public qui a une certaine autonomie même dans beaucoup de domaines, on voit toujours la mémise de l'autorité politique sur les autorités de l'université. La relation
direct entre le ministre de l'enseignement supérieur et les recteurs des universités. D'ailleurs, c'est un gros combat des syndicats universitaires qu'on coupe le cordon ombilical et que le recteur puisse être choisi parmi ses pairs à la suite d'une élection pour que ce soit beaucoup plus représentatif. D'où constitue une priorité, d'où la nécessité aujourd'hui, je dis, mettons les moyens, parce que si on a des difficultés aussi de mettre en œuvre tout ça, c'est on est aussi très limité en termes de moyens. Les moyens, ce sont les moyens financiers, les moyens, ce sont les moyens humains aussi qu'il faudra renforcer. Mettons les moyens financiers, mettons les moyens humains, mettons ce qu'on appelle un plan stratégique avec des résultats bien définis et que nos recteurs, les autorités universitaires de manière générale, leur mandat puisse être renouvelé sur la base de l'atteinte des différents résultats qui se sont fixés sur le plan stratégique. Mais dire qu'on a un mandat qui est là, qui s'encourt, qui peut être renouvelé par les ministres ou bien qui peut être renouvelé par le président de la République, sans aucune évaluation du premier mandat, aussi ça peut nous poser problème. L'élection présidentielle est un contrat social vis-à-vis d'un peuple, c'est un rendez-vous vis-à-vis d'un peuple et on s'engage à servir, à se mettre à la disposition, à être un serviteur de ce peuple-là. Donc, effectivement, quand on prend cet engagement, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec ce peuple. D'où la nécessité de vraiment renforcer la participation citoyenne. La participation citoyenne ne doit pas se limiter quand on dit que dans notre constitution, par exemple, que les collectivités territoriales sont le cadre de participation des citoyens. Il faut aller au-delà des collectivités territoriales. Il faut que les gens, dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques, que les citoyens puissent être consultés en amont, dans la mise en œuvre et après, c'est-à-dire dans l'évaluation. Parce que cette politique-là, ou bien ce projet ou ce programme-là est mis pour le citoyen. Et la dernière chose, ou bien les deux dernières choses qui sont fondamentales, qui sont source de déstabilisation dans la sous-région et qui peuvent ne pas nous épargner, c'est la transparence et la redevabilité. La transparence doit soutenir toutes les actions publiques. Et quand on parle de la transparence, c'est là où je vais loger naturellement la lutte contre la corruption. C'est un fléau en Afrique. Quand on dit quels sont les plus grands maux en Afrique, on ne pourra pas en citer deux. Au-delà, on dira que bon, c'est vrai que nous avons un problème de moyens, mais ce qui est à la base de ce problème de moyens, c'est que les petites ressources qu'on a, le peu de ressources qu'on a, au lieu d'être mises à la disposition des citoyens, sont captées par une classe privée. On a une privatisation de ces ressources et cette privatisation de ces ressources-là ne va pas à l'intérêt, ne va pas vers l'intérêt général. Donc ça, c'est un paradoxe. Parce que l'argent qui est détourné dans la corruption, c'est pour gérer des affaires privées. Malheureusement, ça ne concourt pas à l'intérêt public. C'est-à-dire, au lieu de construire un hôpital, cet argent-là ne va pas servir à construire un hôpital. Au lieu de faire une bonne route, cet argent-là ne va pas servir à faire une bonne route, etc. Donc, vraiment, nous avons des enjeux de transparence. Et les enjeux de transparence nécessiteront que les gens puissent avoir peur de la sanction. Moi, c'est mon point de vue. Parce que quand on est dans un état où les gens n'ont pas peur de la sanction, les gens font ce qu'ils veulent. Parce que dans tous les cas, je serai protégée par le Seigneur qui est là. Et ça, il faut qu'on arrive à s'en départir. Quand tu sais que si je fais telle erreur, c'est la valable dans nos maisons, avec nos enfants. Quand tu éduques ton enfant et qu'il sait que moi, si je fais telle erreur, maman va me punir, papa va me punir, l'enfant ne fera pas cette erreur. Mais aussi dans nos états. Quand on est dans ces situations où chacun peut faire ce qu'il veut, espérant être protégé par le marabout, espérant être protégé par une autorité quelconque, espérant être protégé par le parti politique, effectivement, nous sommes tous en danger et nous allons de plus en plus vers la privatisation de ces différentes ressources. Il faut que les gens puissent avoir peur de la sanction. Peur de la sanction, c'est avoir une justice efficace, une justice équitable, une justice qui n'a pas peur de dire la vérité, la justice, et que ces gens-là puissent être sanctionnés à la hauteur des crimes, parce que c'est des crimes financiers. Troisième chose aussi, c'est la redevabilité. Ces gens-là, on sont redevables vis-à-vis de nous. On les a élus pour un mandat. On les a fait confiance.
quand tu fais confiance à la personne, cette personne doit être en mesure de mettre en place des mécanismes clairs qui nous permettront de savoir à telle étape où est-ce qu'on a mis nos ressources, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et sur la base de cette redevabilité-là, nous pourrons apprécier est-ce qu'il faut renouveler le contrat de confiance ou bien est-ce qu'il faut sanctionner le contrat de confiance. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux. Et maintenant, pour en finir aussi dans la lutte contre la corruption, nous avons des institutions ici dans nos pays, dans nos différents pays, je ne parlerai pas seulement du cas du Sénégal, nous pratiquement dans tous les pays signataires de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, de la Convention africaine de lutte contre la corruption, tous ces pays signataires-là ont pris des engagements de mettre des agences anticorruption dans leur pays. Et ces agences-là doivent être fonctionnelles. Et ces agences-là doivent avoir une certaine autonomie financière, une autonomie de moyens qui leur permettra d'être équidistants vis-à-vis de tous ces acteurs. Mais quand nous avons des agences qui dépendent fortement, surtout au point de vue financier, qui dépendent fortement sur le budget de l'État, effectivement, leur action risquerait d'être limitée par les autorités politiques. Donc, nous devons avoir renforcé nos agences anticorruption pour qu'ils puissent lutter efficacement contre la corruption et qu'ils puissent atteindre les missions qui leur sont assignées. La corruption, c'est un fléau en Afrique. Tout candidat doit s'engager autour de ce point. Qu'est-ce que tu nous proposes pour effectivement éradiquer la corruption? Ce n'est pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire parce que finalement, quand on ne lutte pas efficacement contre la corruption, ça amène une privatisation des ressources. Ça amène quoi encore? Et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que l'accès aux ressources ne peut être garanti que par la politique. C'est-à-dire, moi, si je décide de faire la politique, j'ai 1000 chances d'être ministre. Pourtant, mon niveau me permet d'être ministre. Mais comme je ne fais pas la politique, je n'y pense même pas. Il faut qu'on arrive à dépasser ce niveau. Il ne faudrait pas que l'accès aux ressources puisse être garanti par la politique. Parce que qu'est-ce que ça donne? Finalement, tous les jeunes ruent vers la politique pour espérer avoir au moins, pour espérer accéder à ces différentes ressources, pour espérer trouver un emploi, parce que c'est malheureusement la situation qu'on vit. Et les gens qui n'appartiennent pas à cette sphère privée du pouvoir sont animés par une colère telle que ça bout à l'intérieur et ça peut exploser à tout moment et ça peut amener une instabilité du pays. Dernière chose, les enjeux sont nombreux. Je ne pense pas qu'on puisse même les citer dans une émission. Mais dernière chose qui est très importante, fondamentale chez nous, c'est la dépolitisation de notre administration. Il faut qu'on arrive. Il faut qu'on coupe le cordon ombilical entre la politique et l'administration. Un DG, la nomination d'un DG ne doit pas être garantie par la carte d'un parti. Parce que qu'est-ce que ça fait? On est dans une situation qui fait que si moi, mon seul mérite en tant que ministre, c'est d'appartenir au parti politique, le DG qui est là et qui voit le ministre qui a le même mérite que lui, il risque de ne pas travailler en faveur de ce ministre parce que peut-être il a envie de prendre la place de ce ministre-là. Ça crée des... Et nous sommes, ça amène. Nous avons des DG qui ne répondent pas directement à leur ministre parce qu'ils se disent que dans tous les cas, ce n'est pas le ministre, c'est pas ce ministre qui m'a mis là. Le décret qu'il a mis là, la personne qui l'a signé, c'est la même personne qui a signé mon décret. Donc les grâces et les disgrâces sont distribuées par une seule personne. Donc, du coup, vous m'excuserez de l'expression, mais je n'ai rien à voir de ce ministre qui est en face de moi. Et donc, cette dépolitisation de l'administration dérègle notre administration, amène un dysfonctionnement de notre administration et le rend peu efficace. Ça aussi, et même dans l'offre de service, quand on dit que mon mérite, c'est d'appartenir au parti, donc effectivement, on a tendance dans l'offre de service de ne pas être au service de ce citoyen, mais plus d'être au service de son parti politique ou bien de son chef de parti, mais pas en arrêt d'administration au service du citoyen. Et on voit tout ce que ça a comme conséquence. Donc, bref, il y a beaucoup d'enjeux. Et les candidats sont tous invités à se positionner autour de ces enjeux-là. Et nous aussi, électeurs, on a une part de responsabilité parce que malheureusement, on a tendance à le dire, le Sénégalais ne lit pas, le Sénégalais sanctionne. Il ne regarde pas des programmes, mais il regarde une personne. Donc, il faut aussi qu'on arrive un peu à élever le débat citoyen. Ça, c'est le rôle de la société civile. Et aussi, il faut que les citoyens aussi puissent comprendre qu'une élection présidentielle, c'est un engagement. C'est un contrat. Et ce contrat-là doit être, d'abord, les termes du contrat doivent être bien élaborés. L'élaboration se fait dans cette phase préélectorale. Et maintenant,
quand les Sénégalais choisiront qui être à leur destinée pendant 5 ans, qui va diriger le Sénégal pendant 5 ans, qu'on puisse, point par point, avoir un système de monitoring qui nous permettront de voir est-ce que les termes du contrat ont été respectés par ce candidat, ou bien par le président, ou bien ne l'ont pas. Comme ça, nous aurons des éléments factuels à la fin du mandat pour pouvoir encore sanctionner positivement ou négativement la personne.